Cette sortie, organisée par Maryse et Bernard avec l'aide de Thierry, est sûrement dans l'histoire de Museo Vivo Provence, celle dotée du roadbook le plus complet. Véritable plan de vol rédigé par le capitaine Bernard, le roadbook comportait de nombreux dépliants des lieux que nous allions visiter et un timing digne d'une Air Task Organization. Départ de Rodez pour une journée de 150 km pour arriver à Conques. Marie-Jo, notre aimable garde-barrière, est déjà sur place à Conques. Conques est un exemple parfaitement conservé d'un village moyenâgeux, avec sa porte et ses murailles qui en sert un barry, quartier ancien, constitué d'échoppes, de tanneries, de moulins. La diversité des matériaux utilisés pour sa construction, schiste bleu, grès rose, calcaire mordoré, en fait un lieu assez unique. Conques est né au 8e siècle grâce à une communauté de bénédictins. Le marketing existait déjà puisque pour attirer les pèlerins du chemin de Saint-Jacques de Compostelle, ceux-ci remirent en avant les reliques de Sainte-Foy, provenant d'une translation furtive, soit le nom savant moyenâgeux d'un vol en bande organisée, afin de les attirer dans leur monastère. Benoît est sur l'affaire du vol. À la fois spirituellement et bien sûr économiquement, il leur fallait des reliques de saints auxquels on prêtait tout un tas de miracles, de facultés. Donc les moines de Conques qui n'en avaient pas ont décidé d'aller s'en procurer. Certains en profitent pour agrandir leur collection de soldats de plomb. D'autres retrouvent des aïeuls ayant séjourné à Conques. D'autres sont studieux lors de la visite guidée, alors que Thierry se voit déjà sur le pont de son catamaran sans Marie-Jo. Enfin, certains vérifient que le matos est toujours là ou ont été abandonnés sur le chemin de la vie. Conques est un village dont la visite complète nécessite une bonne demi-journée et une paire de chaussures, tant ce site est d'une richesse architecturale exceptionnelle. L'abbatiale de Sainte-Foy, dont les vitraux de Pierre Soulages, élève de l'école de Watman et de ses monochromes, ont été inaugurés en 1994. Figeac est connu pour son excellence dans l'industrie de l'aéronautique grâce à l'entreprise Ratier. Nous déambulons dans ces rues médiévales, passons à l'hôtel de la Monnaie du XIIIe siècle, résidence d'un riche marchand, pour arriver à la place des Écritures. Cette place, dédiée à Jean-François Champollion, natif de Figeac, comporte la réplique exacte de la pierre de Rosette, qui peut être admirée depuis la défaite de Napoléon en Égypte en 1801 au British Museum de Londres. Cette stèle, en granodiorite, comporte 3 versions d'un même texte du pharaon Ptolémée, et cela a permis de déchiffrer par Champollion en 1822 les hiéroglyphes égyptiens. La visite de Figeac se termine sur la terrasse d'un café sur la place Carnot et sa très belle halle. A noter que la crypte de l'église du Puy mérite le détour. Arrivé à notre hôtel situé à Tamiès, qui sera notre camp de base pour 3 nuits. L'hôtel de Laborderie, tenu par la même famille depuis 5 générations, bénéficie d'un emplacement central dans le Périgord. Son parc de 10 hectares permet d'admirer des cerfs et des biches, sa piscine de se relaxer avant un excellent repas dans son restaurant. Départ pour Collonges-la-Rouge pour cette journée de 140 km. La mairie nous a octroyé contre émolument un parking au pied de la ville. Collonges-la-Rouge serait un des 6 plus beaux villages de France. Ce village de la Corrèze est bâti entièrement en grès rouge grâce à l'oxyde de fer contenu dans la roche qui provient d'une carrière située sur la faille géologique de Messac. Son existence apparaît en 844, mais c'était au XIe siècle que la bourgade se développe grâce à la vicomté de Turenne.
Retour au parking avec une interview du maire par France 3 devant les autos. Après avoir envoyé Chewbacca au journaliste, qui a dit sans détour ce qu'il pensait de la mairie, notre droïde protocolaire 6PO le remplacera au pied levé. A noter que jusqu'en 1969, le village portait le nom de Collonges. Le maire visionnaire de l'époque a tenu à modifier le nom du village pour attirer les touristes. Déjeuner dans la ferme auberge de Berle. Henri Cascadeur. Appelez-le Rémi Julienne. Ouais. Où est Rémi Julienne? A noter que dans un excès de colère, Véro a tout cassé. Départ vers le train de Martel. Entrée dans la gare de Martel, dont les éléments de décoration proviennent de gares ou de trains désaffectés, comme le bar qui était dans un wagon du Trans-Euro Express. Après avoir pris le marché des gabarres naviguant sur la Dordogne, était utilisé pendant la Première Guerre mondiale à des fins militaires, puis pour transporter les truffes, d'où son surnom Truffadou, de Martel à Saint-Denis, cette ligne est maintenant exploitée dans un but touristique par un groupe de passionnés depuis 1991. Il y a la suite, vous allez voir une petite curiosité qui s'appelle le rue de Belge, c'est une unité incendie. Et vous savez qu'est-ce que ça fait? C'est une vieille dame donc, 96 ans cette année. Et alors on le sait moins, mais il y avait également de nombreux producteurs de la dame. La dame qui était si ça nous intéresse, ça s'appelle Des toutes les fois la Lavandière. Autrefois, cette ligne desservait entre 1889 et 1980 l'axe Bordeaux-Aurillac. Le passage dans la falaise Mirandole, 80 mètres au-dessus de la vallée de la Dordogne, reste le moment phare de cette excursion hors du temps. Arrivé au terme des 45 minutes de roulage à Saint-Denis, la locomotive centenaire qui poussait le convoi le tire maintenant en sens inverse. Le temps passe différemment, mais avec le plaisir d'être à l'air pur. Arrêt rapide à Mirandole, pour que la locomotive recharge en combustible et fasse monter la pression de la chaudière. À noter l'interdiction de fumer et le plein de CO2 pour la végétation. À ce moment-là, personne n'est inquiet.
Après les tunnels, dans le sens du retour, les membres de MVP remercient Maryse et Bernard pour le teint allé qu'ils ont pris, ainsi que mon pneumologue qui m'a fait un beau cliché de mes poumons. A noter que Luna, la mascotte du club, a dû passer au Karcher pour retrouver son pelage de couleur fauve. Cette journée de 190 km débute par un passage à La Rogajac, magnifique village de la vallée de la Dordogne. Puis, direction Dôme, où la mairie nous a réservé un parking. Dôme fut érigé en 1281 par Philippe le Hardi, lors de la croisade contre les Albigeois. En 1307, 70 Templiers y furent emprisonnés. Elle passa aux mains des Anglais lors de la guerre de 100 ans. La grotte de Dôme est une merveille de la nature, dont l'entrée est au centre du village, qui surplombe la Dordogne sous la halle du XVIIe siècle. Longue de 450 mètres, avec une température de 13 à 15 degrés, sa visite en 45 minutes permet de contempler des stalagmites et des stalactites, ses draperies et des miroirs d'eau. La boutique vous permettra d'assouvir vos fantasmes les plus profonds. Le village de Milham, perché sur une falaise, domine la Dordogne de plus de 100 mètres. Il doit son exceptionnel état de conservation à l'abandon commercial de ce lieu stratégique au XVIIe siècle. Le transit vers le château de Bonaguil est mis à profit pour échanger nos montures. Certains essayeurs ont même repris le look péruvien des propriétaires. Visite du château de Bonaguil, dont la première mention date de 1271. En 1469, Jean de Roquefeuille, l'Iroquois, en est le propriétaire. Entre 1490 et 1505, le château, propriété de Béranger de Roquefeuille, prend sa forme actuelle, avec des points de défense et un certain confort pour l'époque. Des égouts, des latrines, une lessivière. En fait, tout ce que les Romains avaient développé 1000 ans plus tôt et qui était tombé dans l'oubli. On avait découvert qu'on ne pouvait pas mettre que du noir, et donc on voyait à travers. Et une blague très intéressante, c'est monsieur Ruiz Pipo. Pipo, qui est un ancien guide qui racontait des conneries. Visite du logis avec une chaise percée double, tout de suite adoptée par un couple de MVP qui en a apprécié la commodité, permettant de discuter tout en soulageant. Vérification de ses humeurs à l'issue. En 1793, le château est confisqué par la Convention. Les bois et fers sont vendus. C'est la commune de Fumel qui le rachète en 1860 et le fait inscrire au titre des monuments historiques. Ce rachat permet d'arrêter sa dégradation. Retour à l'hôtel pour l'apéritif de clôture et la soirée de gala. Nous avons chargé notre druide Assurance Tourix de faire le discours de remerciement. À vrai dire, je ne savais pas que Michel avait été sur les bancs de l'ENA, tant les mots utilisés étaient savants et d'un autre temps. En gros, j'ai rien compris, mais j'ai été fasciné par ses talents d'orateur politique. Assurance Tourix a été remercié par Bernard, avant que Maryse et sa poésie ne viennent mettre un terme à ces 3 jours, mêlant plaisir de roulage, rencontres et culture. Puis, apéro. Soirée de gala dans l'obscurité, car nous n'avions pas pris l'option lumière. Puis, après l'excellente omelette norvégienne, Gérard, le chaman péruvien, nous a sorti son breuvage à base de fruits de l'altiplano marseillais, pour voir plus clair dans les ténèbres. Et grâce à lui, la lumière est revenue. Certains restaient en méditation transcendantale devant les flacons.
A noter que Gérard est le cousin de Skippy, le grand gourou, autre chaman venant d'Australie.